Contrairement à beaucoup de civilisations, la civilisation occidentale, la mort n'est rien d'autre que l'arrêt du productivisme. C'est d'une violence énorme. C'est vrai que le capitalisme a réduit notre existence à la consommation. Et en fait, mourir, c'est arrêter de consommer. Salut et bienvenue sur Des rêves en action, le podcast des rêveurs de l'Atlas. Nous sommes Bateraf et nous partons à la rencontre de personnes qui nous inspirent. Aventuriers, navigateurs, entrepreneurs, artistes, tous ont su suivre leurs rêves pour être vecteurs d'un message qui leur est cher. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Marine Calmet. Dans le 17e arrondissement de Paris, à la fin d'une belle journée d'été, Marine nous a accueillis dans les petits locaux de son ONG grandissante. Au travers de Wild Legal, Marine travaille à la construction d'un autre rapport aux vivants et aux écosystèmes. Un rapport plus équilibré, plus durable, mais aussi plus enthousiasmant. Depuis ses expériences contre le projet Montagne d'Or en Guyane jusqu'à son petit lopin de terre dans la Nièvre, Marine rêve un monde plus aligné avec le vivant et agit concrètement pour le faire émerger. Ainsi, Marine travaille à la reconnaissance des droits de la nature. Alors oui, pour beaucoup, le droit est une matière rébarbative, réservée à des juristes qui ne parlent qu'entre eux avec un langage incompréhensible au fond d'une bibliothèque un peu poussiéreuse. Si c'est votre vision du droit, cet épisode est fait pour vous. Avec Marine, vous allez redécouvrir le droit sous un autre jour. Un droit plus local, un droit qu'on s'approprie, un droit qui nous ressemble et que l'on comprend. En bref, un droit au service du vivant qui nous permet d'habiter ensemble notre monde de manière durable. Utopique ? Eh bien non, justement. Les droits de la nature existent déjà et partout dans le monde. Alors, parez à embarquer avec nous. Sur ce, place à l'épisode. Bonjour Marine. Bonjour. On va commencer très simplement. Est-ce que tu pourrais commencer par nous dire qui tu es ? Eh bien, j'ai 34 ans, je suis avocate de formation. J'exerce en tant que juriste spécialisée en droit de l'environnement et plus précisément sur la question des droits de la nature, pour lequel j'ai fondé une ONG qui s'appelle Wild Legal et qui s'est vraiment donné pour mission faire en sorte que justement les droits de la nature soient reconnus sur le territoire français. Et donc, c'est un engagement militant. Je me considère comme activiste. Et puis, par ailleurs, je suis maman et autrice et conférencière. Ok, là on a déjà abordé plein de concepts différents que peut-être les non-juristes aussi vont pas forcément comprendre. Le droit de l'environnement déjà, est-ce que tu pourrais le définir ? Et puis plutôt au prisme du droit de la nature, des droits de la nature, qu'est-ce que tu entends par là ? En fait, le droit de l'environnement, c'est classiquement ce qu'on appelle par toutes les règles qui encadrent la manière dont nous, humains, nous nous comportons dans le milieu naturel. Sauf que ce droit de l'environnement, aujourd'hui, il est remis en question, d'une part parce qu'on le voit, malheureusement, il n'arrive pas à tenir tête à l'effondrement de la biodiversité, il n'arrive pas à apporter des réponses sur ces sujets-là. Parce que, et nous, c'est le postulat de base, c'est qu'en fait, il est structurellement inefficace. Il a été pensé, en fait, pour exploiter les réserves naturelles, pour encadrer l'exploitation de ce qu'on appelle les réserves naturelles, à savoir l'ensemble du vivant, pour les humains, globalement. Et donc, l'idée est de reconnaître que la nature a des droits. C'est pour ça qu'on parle de droits de la nature, parce que l'idée est de dire ce qui nous entoure, ce milieu de vie dans lequel on est, ce ne sont pas des ressources, ce ne sont pas des biens marchands, ce ne sont pas des services écosystémiques et ce sont des êtres vivants, des sujets qui ont des droits propres, une existence et une raison d'être qui leur appartient. Et donc, il est absolument nécessaire que, d'une part, sur le plan éthique, nous réévaluions complètement notre manière de nous comporter vis-à-vis d'eux, mais aussi que sur le plan juridique, on renforce drastiquement leur protection en leur reconnaissant ce statut à part d'être naturel et surtout d'avoir des droits fondamentaux qui leur sont dédiés et qui leur sont adaptés pour les protéger à l'avenir. Donc on est sur une vision juridique qui est complètement subversive, en tout cas qui va complètement à revers du droit romain dont est issu, nous, notre droit français. D'où est-ce que ça t'est venu, cette intuition-là ? Est-ce que, dès le début, tu sentais que le système juridique que tu apprenais à l'université et ensuite à l'école d'avocat ne t'allait pas, ne correspondait pas, tu n'étais pas aligné avec ?
Non, non, j'étais très naïve et j'étais absolument persuadée que le droit, c'était l'alpha et l'oméga. C'était la manière, de faire gagner, David contre Goliath. C'est en commençant à militer, dans des associations. J'ai fait beaucoup de bénévolat en tant que juriste et là, je me suis mangé des énormes claques. J'ai perdu pas mal de procès et je me suis dit: «Beh, alors soit je suis nulle, soit soit il y a quand même un très gros problème dans notre modèle juridique parce qu'il y a plein de combats où je me suis dit: «Mais c'est quand même lunaire qu'on perde, en fait». J'ai Parmi mes premiers combats, je me suis battue notamment contre, la centrale de Flamanville. On le sait notoirement, cette centrale a un problème dans la cuve. Il y a des malfaçons qui ont été clairement identifiées par la fonderie qui a forgé cette cuve et en fait, on s'arrange avec le droit. Mon premier combat, c'était, d'attaquer un acte pris en 31 décembre, en douce par le gouvernement pour valider, en fait, les défauts de cette cuve et permettre sa mise en service. Dans l'irrespect le plus total de ce qu'on appelle en droit, les normes essentielles de sécurité pour les appareils sous pression nucléaire et donc le juge saivi de cette affaire, nous a envoyés, promener, littéralement. Il nous a condamnés même pour recours abusif à la fin et je me suis dit: «Bon, il y a vraiment un truc qui cloche». C'est incroyable qu'en fait, quand il y a marqué normes essentielles de sécurité, il y en a qui comprennent encore pas ce que ça veut dire. Et donc c'est en travaillant sur ces sujets-là et évidemment en allant, de déception en déception, je me suis dit: «Ah mais soit j'arrête le métier d'avocat, parce que c'est trop frustrant, soit je change le droit». Et voilà, du coup, j'ai pris la deuxième option. Est-ce que tu pourrais nous raconter un petit peu dans ton enfance ou à certains moments de ta vie, d'où a pu venir cet amour de la nature? Parce que pour consacrer ta vie à changer le droit pour la protéger, comment est-ce que c'est venu? Bah, en fait, donc mon père est biologiste et il nous a toujours éduqués avec cette idée aussi que, quand quand on est dans la nature, enfin, on a fait beaucoup de plongées sous-marines, et notamment la plongée sous-marine, c'est vraiment un monde à part. T'es pas dans ton milieu naturel, tu rentres littéralement dans un milieu qui t'est même un peu hostile, dans le sens où tu peux ni respirer, ni te mouvoir normalement. Et donc, il nous a toujours enseigné ce qu'on apprend à tous les plongeurs, hein, c'est on regarde, on ne touche pas, on ne casse pas, on ne ramène pas à la maison. Voilà, on n'est pas dans un supermarché, quoi, hein. On est dans un milieu qui ne nous appartient pas et on s'y invite. Donc, c'est un peu cette idée de respect que j'ai toujours trouvé, qui est présente, voilà, dans ce sport en particulier, mais qui est globalement aussi, cette idée, rattachée, à la passion de mon père pour la biologie et puis, je me destinais pas vraiment à ces sujets-là, en grandissant, mais, heu, il se trouve que, ben, on parlait quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de dérèglement climatique. J'ai fait mes études en Allemagne et à ce moment-là, je me suis dit: «Bon, comment moi je fais aussi ma part pour répondre à ces choses-là et comment tous en fait, on peut s'investir aussi dans ces ce que je trouve passionnant, c'est que justement, le réseau associatif aujourd'hui, les militantes, les activistes qui sont sur le terrain montrent qu'en fait, c'est justement à la portée de chacun de s'engager sur les questions environnementales et nous, juristes, on est là pour donner ce pouce, quoi, pour essayer de faire avancer ces luttes et de protéger la nature. Et avant qu'on aille plus loin, est-ce que tu pourrais nous dire, toi, ce que tu penses du mot nature? Est-ce que c'est pas, un petit peu étrange de nommer rien que la nature alors que nous-mêmes sommes des êtres de nature? Mmh. Oui, mais moi je m'exclus pas, hein. Je me considère être un être naturel aussi comme les autres. En fait, derrière l'idée, je l'utilise, ce concept-là parce que c'est celui qui est le plus parlant. Je pense pas que dire à quelqu'un: «Je vais me balader dans mon milieu de vie», soit une super manière d'exprimer, ou, «Ce week-end, je pars faire une balade dans le vivant». J'entends que cette question du concept est importante et cetera parce qu'elle véhicule tout un imaginaire, mais en revanche, je crois vraiment que, c'est pas parce qu'on utilise le mot de nature qu'on s'en exclut de facto. C'est la pensée de Descola qui effectivement a mené à différencier nature et culture, mais je trouve qu'aujourd'hui notre fonction essentielle, c'est justement de les réconcilier et de faire en sorte qu'on se sent tout aussi concerné quand on parle de la nature que des droits fondamentaux des humains. Donc là, ce que tu mets en avant, c'est que le système juridique qu'on a créé, finalement,
à fortifier cette distinction entre l'humain, l'être humain et le reste, ce qui l'entoure, que ce soit vivant ou non vivant. Nous, ce qui nous avait frappé quand on avait rencontré Éric Julien, qui était parti, qui a été sauvé par des Kogi en Colombie, c'est qu'il explique que les Kogi, quand ils expriment leur système juridique, ils disent que les lois qui s'imposent à eux, c'est les lois de la nature. Et elles sont très simples et elles sont très peu nombreuses, contrairement à toutes les lois que nous on crée. Tout à fait. C'est comment on reste vivant, comment tu protèges ce qui t'entoure et comment tu vis en équilibre. Et il y en a très peu comme ça. Est-ce que c'est ces lois-là auxquelles on doit revenir et que tu essaies de remettre en avant, ou est-ce que ça se traduit autrement? Bah, en tout cas, il y a une logique fondamentale dans ces lois-là qui est de se dire, en fait, comment on crée des modèles juridiques qui permettent une égalité entre tous, un traitement juste pour chacun et qui nous permettent d'habiter cette planète pour les 7 générations à venir au moins. Et en fait, ça, on le retrouve pas du tout dans notre droit, occidental. C'est très éloigné. Moi, j'ai beaucoup travaillé en Guyane française où, dans le droit coutumier Wayana notamment, il y a des choses assez similaires, à ces grands principes, Kogi. Par exemple, en matière minière, on n'a jamais extrait enfin, les peuples autochtones de Guyane n'ont jamais extrait l'or présent sous terre. Il y en avait dans les rivières, ça suffisait largement pour faire des jolis colliers. Et en fait, pour eux, c'est ouvrir la terre, c'est prendre le risque de réveiller des esprits qui ont été enterrés là par les anciens et qui ne peuvent amener que des choses dangereuses pour les peuples qui y vivaient. En fait, ça peut avoir l'air très exotique et se dire ah, c'est une croyance, c'est préhistorique. Et en fait, donc, je crois sincèrement que ça l'est pas du tout, dans le sens où en fait, on ne peut pas, comme ça, indéfiniment prendre à la terre sans rendre à la terre. C'est vraiment cette logique d'équilibre et de partage qui fait que en fait, c'est un fil rouge. C'est vrai en Amérique du Sud, hein, mais j'ai travaillé aussi au Maroc où j'ai posé les mêmes questions à des Berbères, à des nomades. Ils nous ont, enfin, à chaque fois, c'était les mêmes réponses. C'est ben non, en fait, si on prend quelque chose à la terre, il faut faire un don en retour. Donc c'est pour ça qu'on n'exploitait pas non plus les richesses minières dans la vallée du Dra ou dans les endroits au Maroc comme ça où il y avait de l'améthyste, etc. C'est vraiment quand les Français sont arrivés qu'on a commencé, pour le coup, à exploiter ces pierres semi-précieuses, précieuses, mais voilà, pour les peuples ancestraux. C'est un non-sens, c'est vraiment une forme de sacrilège et en plus de ça, c'est vraiment se tirer une balle dans le pied. Ils le savaient bien avant qu'on parle de dérèglement climatique, qu'on ne peut pas, prendre indéfiniment sans rendre à la nature. Et est-ce que nous, on le sait aujourd'hui? Bah, en fait, dans notre droit, bizarrement, il y a quand même déjà des outils qui, sans aller jusqu'au bout de la démarche et en étant assez, inefficaces, en fait, l'intègrent déjà dans notre charte de l'environnement, qui est notre texte à valeur constitutionnelle en matière environnementale. Il y a écrit que la stabilité des milieux naturels a conditionné non seulement l'émergence, de notre civilisation, mais qu'elle conditionnera aussi, la capacité des générations à venir à peupler notre territoire. Donc c'est écrit noir sur blanc, hein. C'est écrit aussi que nos modèles d'activité aujourd'hui, nos modèles économiques ne doivent pas compromettre les droits des générations futures. Ça, on l'a déjà, tout ça, c'est parfaitement écrit. Et commence à peine à voir arriver des jurisprudences qui intègrent pour la première fois les droits des générations futures, notamment en matière nucléaire, etc. On a d'autres outils comme ce qu'on appelle la séquence éviter, réduire, compenser. En fait, si on dit il faut éviter les dommages ou sinon les réduire au maximum ou sinon les compenser, c'est bien cette idée de don contre don. Au final, il n'y a pas quelque chose de très très différent parce que s'il faut compenser, c'est bien que ce qu'on prend, il faut le rendre sous une autre forme peut-être, mais qu'il faut le rendre d'une manière ou d'une autre. Et donc, j'aime bien le rappeler parce qu'en fait, on a déjà beaucoup de choses, mais le modèle capitaliste n'est pas compatible avec ça. C'est tout. En fait, c'est qu'il peut pas y avoir, un système sain basé sur une relation d'appropriation, d'exploitation et de destruction du monde naturel. Ça, cette forme de prédation massive,
elle est pas compatible avec les besoins propres de nos milieux naturels et notamment le besoin de se régénérer et donc de ne pas être prédaté au point de pas pouvoir se régénérer. Et donc c'est vraiment ça l'enjeu demain, c'est qu'on arrive à trouver des modèles qui soient suffisamment responsables pour s'auto-réguler, s'auto-limiter et faire en sorte que justement on soit pas dans cette relation suicidaire de captation des richesses qui mène à cet effondrement écologique. Est-ce qu'il y a des exemples marquants qui t'ont fait changer de regard en te disant mais en fait j'ai grandi tout le temps en croyant avec certaines croyances qui m'ont été inculquées Mmh. et des choses qui ont été bouleversées tes imaginaires, tes modes de pensée à toi? Ben, quand je suis arrivée en Guyane française, la première fois, c'était, notamment pour aider sur la restitution des terres autochtones le gouvernement français s'est engagé en 2017. Ah, il y a eu 2 mois d'émeutes, en Guyane qui bloquaient complètement le territoire et l'État a cédé en disant, voilà: «Je vais restituer notamment 400 000 hectares de terres au peuple autochtone de Guyane en dédommagement de la colonisation». Et donc c'était un gros travail juridique d'organiser tout ça et la première chose qu'on m'a dit en Guyane quand j'ai commencé à travailler sur ce sujet, c'est: «En droit autochtone, la propriété privée n'existe pas. Sur la terre, pas de propriété privée». C'est un non-sens. Heu et juridiquement, alors pour moi, ça a été une grosse claque parce que je me suis dit: «Mais attendez, mais nous, c'est un peu le fondement de toute notre société, en fait». Le de la c'est édifiant parce que la propriété privée, c'est le seul droit sacré dans notre république laïque, ce qui est déjà étonnant en soi. Et cette propriété privée sacrée, elle induit forcément des mécanismes, d'exclusion, d'appropriation et à l'origine de la pensée, autochtone et ça c'est non seulement, intolérable d'un point de vue, de l'équilibre du groupe, mais c'est aussi, à l'origine de tous les maux et c'est intéressant parce qu'on a des textes comme ça, notamment le discours de Félix Tchouka, qu'il a écrit, alors il me semble que c'était en 1984. Félix Tchouka, c'est un des leaders autochtones de Guyane, qui a été dans la première génération de leaders à se mobiliser contre l'État français et qui a dit: «Mais votre modèle, nous n'en voulons pas». Nous ne voulons pas de ce modèle qui repose sur l'exploitation des autres, des richesses de la terre. Notre modèle autochtone, il est basé sur le partage juste et équitable entre tout le monde, entre tous les êtres qui composent la société, humains ou non humains. Et c'est un discours extrêmement puissant et surtout à travers tout ce discours qui est d'ailleurs d'une actualité folle, il pose aussi des bases très claires de qu'est-ce qui tient ensemble une société autochtone et il y a pas, c'est très, très, très différent de ce qui nous semble évident dans nos sociétés. Que ce soit la propriété privée, que ce soit le soin qu'on apporte aux autres, dans la société. Il y a vraiment tout dans une société, comme, dans certains villages en Guyane encore, hein, plus beaucoup, mais dans certains villages encore, il y a pas d'argent. Tout fonctionne grâce à l'entraide. Ça n'a rien à voir, hein. Comme mode de vie, ça n'a strictement rien à voir. C'est-à-dire que plutôt que de payer quelqu'un, par exemple pour construire votre maison, vous, un jour, vous allez aider quelqu'un d'autre. Lui, demain, il viendra vous aider. Et dans le village, en fait, ça marche simplement comme ça. Et avant qu'on arrive avec l'argent, du coup, toute cette force de la solidarité et de l'entraide faisait qu'il n'avait jamais eu besoin d'argent. Et quand on voit les conséquences de l'argent, c'est que celui qui n'a pas d'argent est seul et isolé. Celui qui a de l'argent peut accéder facilement à des ressources. C'est tout l'inverse de ce qu'on devrait faire. C'est-à-dire que au lieu d'apporter justement un réseau d'entraide constructif, efficace et solide, nous, on déstructure profondément en fait les relations entre les êtres humains en les monétisant au lieu de les valoriser par la richesse qu'ils encouragent entre les humains. Donc ça, c'était un grand apprentissage, oui. Je pense que ça pourrait être intéressant que tu nous racontes une des affaires sur lesquelles tu as quand même beaucoup travaillé et qui se passe justement en Guyane, celle de la Montagne d'Or, où tu as fait partie d'un collectif hors de question, qui justement s'est battu pour que une nouvelle extraction minière d'or en Guyane ne naisse pas et ne voit pas le jour. Est-ce que tu peux nous raconter comment ça s'est passé et aussi à quoi tu as fait face?
En fait, le projet Montagne d'Or, donc c'était un projet de mine à ciel ouvert, gigantesque, titanesque, au milieu de la forêt amazonienne, qui était né, qui avait émergé sur le bureau d'Emmanuel Macron à l'époque où il était encore ministre à Bercy, avant d'être président, et qui se voulait être un boom économique, une grande promesse de développement économique pour la Guyane. Et finalement un projet mené par un conglomérat russo-canadien, donc une entreprise russe, Norgold, qui est détenue par un oligarque russe qui est d'ailleurs entre-temps, dont les avoirs ont été gelés à cause de la guerre en Russie, qui est extrêmement proche du gouvernement de Poutine, et une multinationale canadienne qui à l'époque, avant le mouvement Black Lives Matter, s'appelait Columbus Gold, mais qui a changé de nom entre-temps. C'était moins bien vu après les mouvements sociaux et antiracistes. Bref, tout ça pour dire que cette multinationale s'était mis en tête de creuser donc un gigantesque trou au milieu de 2 réserves de biosphère intégrale, donc qui sont censées être en théorie des territoires les mieux protégés en France. Et donc on s'est mobilisé à la fois avec ce collectif et en lutte avec tout un tas d'associations sur les territoires et notamment des organisations autochtones pour dire non à ce projet, tout simplement. Parce que pour les peuples autochtones et notamment les Kali'na qui étaient directement concernés parce que c'était sur leur terre, il s'agissait d'un site archéologique précolombien d'une richesse extraordinaire avec ce qu'on appelle des montagnes couronnées, c'est-à-dire la Guyane, c'est très vallonné, il y a des petites montagnes comme ça, et il y a des vestiges. On ne sait même pas ce que ça veut dire, que eux voulaient déjà les dynamiter, et enfin, ils nous disaient qu'ils allaient dynamiter autour des vestiges. C'était lunaire, hein, les discussions qu'on avait avec eux. Faut vous imaginer. Et là où les scientifiques, nous, et les activistes écolos, on était très, très en colère contre ce projet, c'est que l'idée, c'était de creuser un trou tellement grand qu'on aurait pu poser la tour Eiffel dedans, avec une digue de 60 mètres de haut pour stocker les déchets miniers. C'est-à-dire qu'il faut imaginer, il faut 10 tonnes d'explosifs chaque jour sur un site comme ça. Donc déjà, il faut traverser la forêt avec 10 tonnes d'explosifs au quotidien. Et ensuite, vous réduisez en gros en gros blocs, la terre que vous avez dynamitée, vous la passez dans d'immenses broyeurs qui ont des dents, qui réduisent en sable ces gros blocs. Ces machines énormes, elles consomment du fuel. C'est une catastrophe climatique. Et puis ensuite, vous passez cette solution de sable, enfin ce sable à travers une solution chimique, notamment composée de cyanure, qui est donc un poison mortel. Il vous reste quelques pépites à la fin et surtout beaucoup de déchets miniers. Et ça, ils voulaient le stocker derrière une gigantesque digue. Ça aurait été un bassin gigantesque olympique et de déchets miniers. Et on avait très peur de rupture de digue, comme il s'est passé au Brésil, sur le Rio Doce, par exemple, où une rupture de digue, ça emporte littéralement toute la vie. D'un coup, ça recouvre absolument tout. Et la société nous expliquait que tout allait très bien se passer et c'était clairement pas une promesse sur laquelle on avait envie de compter. Donc on s'est mobilisés pendant plusieurs années. Ça a été hyper intense et pour le coup, en 2019, Emmanuel Macron a été obligé de reculer. Alors, il y avait un contexte à l'époque, en 2019, faut se souvenir que chaque jour, pendant l'été, on regardait tous la télé pour compter combien de milliers d'hectares de forêt amazonienne étaient encore partis en fumée. C'était pendant les années Bolsonaro. Et Emmanuel Macron, qui voulait jouer la carte leader international, etc., pointé du doigt, évidemment, c'est Bolsonaro pour sa gestion calamiteuse de la forêt en Amazonie. Et donc, du coup, nous, on a appuyé bien fort aussi en disant, mais on ne peut pas pointer du doigt le Brésil sans regarder d'abord ce que nous aussi on fait en France. Et du coup, ça l'a amené à abandonner techniquement le projet. On se rend compte que là, tu fais face à des acteurs qui vont avoir une puissance financière, un pouvoir immense. Comment est-ce que tu trouves l'énergie de te dire moi je vais y aller et on sait bien que t'es pas toute seule et que vous êtes plusieurs dans ce combat, mais comment est-ce que tu trouves ton énergie au quotidien pour continuer de te battre?
J'essaie de pas trop réfléchir, surtout pas à savoir combien l'autre a d'argent sur son compte en banque. Mmh. On s'est juste après Montagne d'Or, on a dû beaucoup batailler contre Total notamment. Et là aussi, tout le monde nous disait: «Mais vous êtes fous de vous en prendre à Total, enfin, vous avez aucune chance». Et bon, c'est vrai qu'on n'a pas eu beaucoup de chance d'ailleurs devant les tribunaux. Nos plaintes ont été rejetées systématiquement, mais Total n'a pas eu de chance non plus puisqu'ils ont pas trouvé de pétrole. Donc parfois on a un petit coup de pouce comme ça de la nature qui fait qu'on s'en sort aussi d'une manière ou d'une autre. Je pense que ce qui fait tenir, c'est d'avancer. Des fois on gagne, des fois on perd, mais c'est surtout de se dire: «Bon, quelle stratégie, employer? Comment tisser de nouveaux partenariats?» et cetera. Et ce qui fait vraiment tenir, je trouve, en tant qu'activiste, c'est, les personnes qu'on rencontre, souvent passionnantes, des scientifiques extraordinaires, des militants acharnés, et c'est surtout ça qui donne envie de continuer, de se dire, «Non mais à la fin on gagne, hein». Est-ce qu'on t'a déjà traité d'utopiste? Et si oui, qu'est-ce que tu réponds à ces personnes qui te disent ça? C'est pas le pire de ce qu'on je pense que c'est même plutôt un compliment, hein. L'utopie, c'est ce qui n'est pas encore arrivé. Donc moi, je me considère comme utopiste. Mais il faut les provoquer, les utopies. C'est-à-dire qu'une utopie, une fois qu'elle est réalisée, bah, c'est plus une utopie, c'est une réalité. Et d'ailleurs, utopie, c'est le mot même, le terme d'utopie, c'est ce qui n'a pas de lieu. Et en fait, bah, les droits de la nature, ils ont été reconnus dans plein de pays. Donc on peut pas dire que ce soit une utopie parce que justement, il y a plein de lieux où cette utopie n'est plus une utopie, mais une réalité très concrète, très tangible et un outil de lutte très efficace d'ailleurs devant les tribunaux ou devant l'administration pour faire face à, pour le coup, des projets qui sont l'anti-utopie, c'est-à-dire la destruction du vivant, la surexploitation des humains. Dans la question minière, il y a aussi le travail forcé des enfants, il y a la destruction de milieux de vie sur des milliers d'années. On parle vraiment de l'anti-utopie la plus complète, la dystopie même. Et du coup, moi, c'est ça qui me fait tenir, c'est de me dire, voilà, en fait, aujourd'hui, ça paraît assez fou de se dire, oui, en France, on pourrait reconnaître les droits de la nature. Moi, je veux croire que, au contraire, ce qui paraîtra assez fou, c'est que, à mon avis, nos enfants se diront, mais vous faisiez comment, du coup, avant d'avoir reconnu les droits de la nature? Tout comme moi, quand j'essaie de m'imaginer qu'il y a encore, même pas 100 ans, les femmes n'avaient pas le droit de vote et on se dit: «Non mais attendez, c'est une blague, Ni le droit de vote, ni le droit de choisir son emploi, ni le droit de choisir son corps et sa propre existence, en fait. Et aujourd'hui, ce qui, à l'époque, paraissait fou, les droits des femmes et cetera, qui était une réelle utopie et qui, d'ailleurs, une réelle utopie dans énormément de pays du monde, pour beaucoup de femmes, eh bien, est une réalité en France. Et donc, c'est plus une utopie, c'est un objectif à atteindre, un objectif politique. Ce qui est intéressant, parfois on dit il faut pas combattre le feu par le feu ou le mal par le mal. Et ton choix quand même, c'est d'utiliser les recours juridiques dont on dispose aujourd'hui pour t'inscrire dans un système juridique qui existe aujourd'hui Mmh. pour combattre justement ce système juridique. Le moins possible. J'avoue que, moi, personnellement, faire des recours, c'est pas ce que je trouve le plus passionnant, puisque c'est un combat, ça dégage des énergies qui sont pas très positives, en fin de compte. En tout cas, la manière dont je le vois, moi, et dont je l'ai expérimenté, c'est que, les recours en justice, c'est une démarche assez violente, en fait. On s'attaque en justice. Et c'est un combat d'arguments, de sophismes bien souvent, et en fait, c'est très dur. C'est parfois aussi vécu comme très injuste. Forcément, quand la décision va pas dans le sens qu'on aurait espéré, c'est très injuste, ou en tout cas, on le ressent en tant que tel. Et donc, du coup, j'en fais le moins possible, d'où vraiment la volonté de changer le droit, parce que je suis persuadée que si on avait un droit qui était meilleur en amont, on s'éviterait le juge. On s'éviterait de se retrouver dans des situations où justement on se dit: «Attendez, comment ça se fait qu'une mine d'or au milieu de la forêt amazonienne, c'est légal en fait?» Bah non. Demain, mon but, c'est que ce soit plus légal pour que la question n'ait même pas à être présentée au juge et que justement on en vienne à bout parce que, dans une société, avoir recours au juge, c'est aussi, un problème temporel. C'est-à-dire que le juge, c'est l'homme du passé. Il juge pour les destructions qui ont été commises. Parfois, et dans certaines situations rares, il arrive encore à empêcher les dégâts avant qu'ils soient commis. Mais ça demande une vigilance quotidienne. On se rend pas compte en France. Heureusement qu'il y a les associations de protection de l'environnement. Parce que
à la fois du côté de l'État, mais aussi des entreprises. Ils sont tellement nombreux à pas respecter les règles du jeu que vraiment, s'il n'y avait pas la vigilance des associations de protection de l'environnement, ce serait un Far West. Un Far West complet. Et donc, tous les jours, il y a des dizaines et des dizaines de recours qui sont portés contre l'État, contre les entreprises, et qui sont très souvent gagnés par ailleurs. Et donc, c'est... Moi, j'aimerais qu'on sorte de ça, justement, parce que c'est extrêmement chronophage et extrêmement épuisant pour les militants, et qu'on construise à la fois un modèle démocratique dans lequel, justement, on s'évite en amont d'avoir des projets qui s'installent dans des territoires qui n'en veulent pas, et en plus, que juridiquement, les normes soient du coup placées tellement haut que certains projets les plus catastrophiques ne soient même plus envisageables, ni politiquement, ni juridiquement. Pour qu'on peut-être on approfondisse ça, c'est comment ça se traduit l'activité de Wild Legal aujourd'hui pour changer le droit? Si vous essayez de le changer plutôt en amont, vous êtes au processus de décision, vous êtes Ouais. au niveau du gouvernement, vous... Oh! Si seulement. On sait jamais, hein, ce que l'avenir nous réserve, mais là, pour le moment, le gouvernement qui a eu, enfin, et le mandat sous Emmanuel Macron, là, c'est pas la grande forme au niveau discussion avec les associations, et notamment nous, on est une niche. Hein. Déjà, il y a beaucoup d'associations sur le droit de l'environnement. Nous, on parle droit de la nature, c'est encore une, vraiment un combat qui est pas évident parce il anticipe beaucoup les précurseurs. Et donc déjà, une de nos manières de faire, c'est d'avoir créé toute la partie école de l'association, c'est-à-dire on diffuse, on fait en sorte de rendre accessible et facile à comprendre, à valoriser en fait les avancées des autres pays. Pour dire, vous voyez justement ce qui se passe ailleurs, regardez, ils ont choisi tel modèle, telle stratégie juridique, voilà les conséquences que ça a, etc. dans telle situation. Ça, c'est très important parce que ça rend du coup l'utopie très concrète et on peut du coup vraiment démontrer qu'il s'agit de courage politique et pas de quelque chose de totalement farfelu. Donc ça, c'est une grosse partie de notre travail, c'est sensibiliser, sensibiliser, sensibiliser. Et après, on a toute une partie qu'on a lancée en 2021-2022 d'accompagnement. On appelle ça l'expérimentation locale pour les droits de la nature. En fait, on a un réseau de sites pilotes en France. On choisit exprès de travailler avec des gens très différents. Des fois, des élus dans les collectivités, parfois des syndicats de gestion de l'eau, des parcs, des réserves naturelles. En fait, on s'est dit, bon, ça va pas être pour tout de suite une grande loi sur les droits de la nature, faut pas rêver. Et donc, comment on fait pour démontrer que nos propositions, elles marchent sur le terrain? Et donc, on a choisi de s'allier avec des gens qui ont envie de rêver un peu avec nous, voilà. Et on aide juridiquement, on construit des propositions juridiques pour faire avancer cette question-là localement. Donc là, récemment, il y a eu un projet, je ne sais pas s'il s'inscrit parfaitement dedans, le projet des droits de l'estuaire de la Gironde, Oui. qui a monopolisé pas mal Wild Legal, je pense. Oui. Ça s'est traduit comment? Qu'est-ce que vous avez fait? Et qu'est-ce que vous en avez tiré aussi? Donc ça, c'était le sujet de notre procès simulé cette année. Donc on a formé 25 étudiants à cette question des droits de la nature et on leur a fait élaborer des arguments juridiques sous la forme de mémoire pour permettre à une association, la CEPANSO, qui est une grosse association locale en Gironde, de s'équiper et de s'outiller juridiquement pour déposer un recours contre l'exploitation de sable dans l'estuaire de la Gironde. Parce qu'il faut savoir que cette exploitation de sable, elle détruit littéralement tout. Parce qu'il faut imaginer un bateau avec un énorme tuyau qui aspire en fait le sous-sol marin. Et donc, on a élaboré avec eux une stratégie juridique et on a fait travailler les étudiants. Et donc, notre but, là, c'est, si la préfecture venait à autoriser cette activité de nouveau, de pouvoir attaquer ce permis qui serait délivré à cette entreprise. Et puis plus globalement, ça rejoint en fait le travail qu'on fait pour la Garonne, puisque l'estuaire c'est au bout de la Garonne. Et donc notre objectif c'est de faire valoir aussi les droits de ce fleuve et effectivement aussi de son estuaire, parce qu'il y a plein d'activités aujourd'hui qui malheureusement sont une menace évidente pour l'intégrité de ce fleuve, pour sa santé. Et donc, on essaie comme ça de sensibiliser. Alors, on a une pétition, on a plus de 25 000 signataires sur cette pétition. On a édité un livre blanc qui a pour but justement de montrer toutes les stratégies juridiques qui existent pour faire avancer la question des droits de la nature localement.
On a, on est en discussion à la fois avec les élus à Bordeaux Métropole, au département, à la région. Donc c'est vraiment un travail en profondeur avec tous les acteurs du territoire pour faire avancer cette question des droits du fleuve, à la fois par les procès, à la fois par du plaidoyer et par l'élaboration de nouveaux outils juridiques. Est-ce qu'on peut éclaircir ce que ça signifie concrètement droit de la nature? Est-ce que on va considérer par exemple la Gironde comme ce fleuve comme une personne morale qui va avoir des droits? C'est ça que ça signifie? Oui, c'est ça. Enfin, c'est de créer en fait une fiction juridique qui permette d'avoir effectivement un milieu, un écosystème, un espace qui soit doté d'une personnalité. Ça veut dire que tu as un enjeu stratégique, hein, c'est-à-dire pouvoir aller en justice au nom d'un fleuve ou au nom d'une forêt demain, c'est éminemment stratégique. Parce qu'il faut savoir que dans notre droit actuellement, chacun d'entre nous ne peut pas agir. On ne peut pas agir devant le juge juste parce qu'un fleuve est en danger. Il faudrait qu'on ait un préjudice personnel pour le faire. Et donc, c'est cette personne aujourd'hui qui est le fleuve qui a besoin aussi qu'on lui reconnaisse sa capacité à agir en son nom. Donc ça, c'est un des gros enjeux de la question de la personnalité juridique de ces écosystèmes. Et puis, de doter cet édifice d'un outil de protection complémentaire qui est d'avoir des droits fondamentaux. Parce que, sans surprise, hein, on sait parfaitement le faire juridiquement. C'est juste que politiquement, on le fait pas. Les entreprises, par exemple, sont des personnes morales. Ce sont des groupements humains, d'ailleurs des groupements à but économique, dans lesquels tout le monde n'a pas les mêmes intérêts, parce qu'un salarié, il n'a pas les mêmes intérêts qu'un patron à l'intérieur de ce même groupement pourtant. Et pourtant, on considère que c'est une seule personne. Et en plus, aujourd'hui, les entreprises ont des droits, même des droits fondamentaux. Ce qui peut nous paraître aujourd'hui normal, mais ce qui était au Moyen-Âge une aberration totale. Ça n'avait aucun sens. Et en fait, juridiquement, on a donc des personnes morales qui sont des fictions juridiques créées par la loi, qui sont titulaires de droits fondamentaux et de droits d'exploitation sur d'autres êtres, eux pour le coup bien physiques, bien réels, qui n'ont aucun droit. Bon, faut s'en sortir à un moment de cette situation parce qu'on le voit bien, ça crée un déséquilibre, c'est évident, entre ceux qui ont des droits et ceux qui n'en ont pas. Et donc, du coup, l'idée est de créer ce modèle juridique dans lequel la nature a des droits et une personnalité pour le protéger. Et en droit français, la personnalité juridique de la nature, on sait le faire. Par exemple, un parc, une réserve naturelle, sont des personnes juridiques. Elles ont un périmètre bien défini. Un périmètre souvent, d'ailleurs, qui est assez logique d'un point de vue de la biodiversité. On définit un périmètre qui permet de protéger un milieu de vie cohérent. Et puis, elles ont un conseil d'administration, parlent en leur nom. Elles peuvent même aller en justice. Les réserves naturelles peuvent aller, et les parcs aussi peuvent aller devant la justice. Et elles ont un budget, plein de choses qui font qu'elles sont déjà des personnes, mais elles n'ont aucun droit. Et ça, c'est un vrai problème aujourd'hui. On a besoin de renforcer la stratégie justement juridique. Et on travaille pour ça, par exemple, avec le réseau des réserves naturelles de France. C'est près de 400 réserves qui ont décidé, on a adopté, je l'ai affiché là-bas, notre motion, on a adopté il y a quelques mois, il me semble que c'était en avril ou en mars 2024, le réseau des réserves naturelles a adopté à l'unanimité une motion pour les droits des réserves naturelles en France pour s'engager activement à travailler à cette question du statut juridique des réserves et à leur protection fondamentale en fait pour l'avenir. Si on a des nouvelles personnes morales qui sont dorénavant titulaires de droits qui émergent, ça signifie qu'il va y avoir aussi des gardiens et des gardiennes de ces personnes morales, puisqu'elles ont des difficultés à s'exprimer. En tout cas, elles s'expriment pas de la même manière que nous. Comment on pourrait, qui serait désigné? Comment ça se passe? Je pense que c'est une question à laquelle vous songez largement quand vous parlez de l'estuaire de la Gironde, par exemple, qui devrait être protégé. L'estuaire de la Gironde, il a aussi déjà, d'une certaine manière, des gardiens. Alors bon, il y a un conseil scientifique consultatif, donc malheureusement, ils n'ont pas beaucoup de marge de manœuvre, mais par exemple, comme je disais, une réserve naturelle, elle a déjà des gardiens. Après, la différence, c'est que dans le mouvement des droits de la nature,
Nous, en France, on a tout figé, on a des formats très spécifiques. Une réserve, c'est tant de membres avec une proportion bien définie entre divers acteurs de la société, etc. Pareil dans les commissions locales de l'eau, dans les syndicats de rivière. En fait, on a beaucoup figé la démocratie environnementale en France. Là où justement, le mouvement des droits de la nature dans le monde, il illustre vraiment une très, très grande diversité. C'est-à-dire que, par exemple, sur le fleuve Atrato en Colombie, qui a été reconnu sujet de droit et titulaire de droits fondamentaux par une décision du Conseil constitutionnel, le juge a obligé la création d'un conseil de gardiens, ils sont 17 gardiens, je crois, nommés par les habitants le long du fleuve Atrato. Et ils ont pour mission de développer des politiques locales, environnementales et sociales. Là où, par exemple, en Nouvelle-Zélande, où les droits du fleuve Wanganui ont été reconnus par la loi aussi, ils ont décidé d'un tout autre modèle. Ils ont 2 gardiens qui sont officiellement ce qu'ils appellent le visage humain du fleuve. C'est très joli. Et en plus de ça, ils ont 2 conseils, un comité stratégique et un comité consultatif dans lesquels donc il y a des représentants maoris et dans l'autre, plus des acteurs économiques et des acteurs de la société civile qui siègent pour tout ce qui concerne les questions de planification. Et puis, par exemple, en Espagne, pareil, modèle complètement différent. L'Espagne a été le premier pays à reconnaître officiellement les droits d'un écosystème, à savoir une lagune dans le sud-est de l'Espagne, qui était vraiment complètement polluée à cause des activités agricoles. Et les citoyens se sont mobilisés. Ils ont un outil en Espagne qui s'appelle l'Initiative citoyenne législative. En gros, ça permet à un demi-million de citoyens de signer sous la forme d'une pétition un texte et de le proposer au Congrès quand il dépasse un demi-million de signatures. Et ils y ont parfaitement répondu à ce défi. Ils ont même atteint plus de 600 000 signatures, pardon. Et le Congrès a adopté à la quasi-unanimité, sauf les voix de l'extrême droite, sans surprise, cette loi pour reconnaître les droits d'une lagune. Et eux, ils ont fait un modèle différent. Ils ont proposé un conseil, un organe de tutelle, avec 3 comités, un comité scientifique qui énonce quelles sont les normes à atteindre pour respecter les droits de la lagune, et puis 2 conseils, un conseil de surveillance, un conseil de gardiens, dans lesquels siègent les citoyens et l'État d'un côté, et puis les acteurs de la société civile et les élus locaux de l'autre. Et ils se répartissent comme ça les compétences à travers 3 comités. Et en fait, c'est ça qui est super intéressant dans le mouvement des droits de la nature, c'est que il faut éviter justement de figer les choses. Je pense que c'est vraiment un bel enseignement, c'est qu'en fait, la manière dont on prend des décisions, la manière dont on s'administre localement, c'est culturel. C'est profondément culturel. Et donc, c'est tout à fait normal qu'on s'applique pas les mêmes méthodes en Guyane qu'en Savoie, en Corse ou à Paris. Et on a besoin, d'ailleurs, si on pense à la logique, au regard de la logique de nos écosystèmes, d'avoir des modèles très différents. Comment est-ce qu'on pourrait prendre des décisions de la même manière sur un fleuve comme la Seine que sur une petite rivière ou un petit bras en Corse, par exemple, un petit bras de rivière. C'est pas les mêmes échelles, c'est pas les mêmes écosystèmes, il y a absolument pas la même histoire et la même culture. Et donc, on a vraiment besoin de relaisser à nouveau de la latitude aussi, de la vraie marge de manœuvre dans les territoires pour que enfin on puisse dire voilà comment on veut être consulté, voilà comment on veut prendre nos décisions. Je pense que ça enrichirait fondamentalement le débat, ça donnerait envie aux gens aussi de s'engager différemment et selon leur manière de faire. Parce que ça touche à leur territoire, en fait. Parce Ouais. qu'ils sont chez eux et ils s'y le réapproprient. C'est ça, et je pense que vraiment la question dont on décide des choses, c'est profondément culturel. Il y a pour ça, en Amazonie, notamment au Brésil, ils ont développé ce qu'ils appellent les protocoles de consultation. Chaque peuple autochtone peut écrire la manière dont il va être consulté. Et c'est un outil très puissant parce que ces protocoles, ils sont ensuite validés par le ministère de la Justice. Une entreprise qui ne démontrerait pas qu'elle a respecté le protocole de consultation réalisé par les peuples autochtones se voit en fait annuler sa procédure. Parce que du coup, le droit fondamental des peuples autochtones à la décision libre, préalable et éclairée, à l'information libre, préalable et éclairée, pardon, ne peut pas être regardé comme réuni. Et donc, c'est comme ça qu'ils arrivent vraiment à concrètement renforcer à la fois leur cohésion,
parce que c'était trop facile. Avant, une entreprise, elle arrive avec une valise de cash, elle paye 2-3 loulous dans le village et elle dit c'est bon, j'ai consulté les chefs, j'ai l'accord, j'ai le feu vert du village ou du peuple en question, et repartait et ça passait. Voilà. Et aujourd'hui, justement, le fait qu'il se soit accordé sur qui on consulte, quel temps il faut pour consulter, quels sont c'était des choses. En plus, dans les protocoles, c'est vraiment des protocoles très beaux, très bien écrits. Et il y a par exemple en ligne sur Internet et en français le protocole Munduruku, qui est un protocole de consultation autochtone et qui explique un entrepreneur, une compagnie, elle doit venir dans notre village. Elle va vivre quelques jours avec nous parce qu'elle doit voir comment nous on vit, quelle est notre culture, etc. Ensuite, ils doivent nous présenter leur projet. Puis, ils doivent se retirer. Ensuite, nous, on discute. Et puis ensuite, quand on a fini de discuter, on les rappelle, c'est eux qui reviennent, etc. Ils ont tout vraiment codifié pour que, à la fois, ça respecte l'intégrité du village en tant que corps social, qu'il n'y ait pas justement de décisions individuelles ou guidées par justement de la corruption ou des intérêts économiques personnels, pas d'enrichissement qui crée des troubles vraiment graves dans des petits villages parfois. Et donc, c'est une grande inspiration, je pense, pour notre démocratie aussi, de se dire, si les gens commençaient déjà par se poser la question de comment est-ce qu'on est consulté valablement sur un projet. Moi, par ailleurs, j'ai une casquette garante du débat public. Je suis aussi mandatée sur des grands projets comme ça pour assurer qu'il y ait des débats transparents. Et ben, on le voit, malheureusement, en France, les gens ont perdu beaucoup confiance dans ces procédures de débat et de consultation, ne veulent plus participer souvent parce qu'ils disent mais la décision est déjà prise, c'est du théâtre, on nous fait participer sur ces projets-là, mais bon. Eh ben, je pense que l'étape numéro 1 pour redonner confiance aux gens, c'est leur demander comment vous voulez être consulté. Et quand on réfléchit à la manière dont on veut être consulté, ça change littéralement tout ensuite du respect qui peut s'installer justement dans cette procédure. Et je pense que ça ferait obstacle à de nombreux projets avant même que le moindre zadiste se dise ah, bah, pourquoi pas là, comme prochain endroit de pique-nique, comme prochaine zone à défendre. Et c'est vrai, ça désescaladerait beaucoup de conflits, je pense, dans les territoires. Est-ce que l'enjeu, en modifiant le droit d'une certaine manière, c'est à terme de modifier nos modes de pensée tellement qu'en fait on va nous-mêmes presque attribuer une conscience ou visualiser l'écosystème comme un être à part entière? En fait, là aussi, les droits de la nature, ils apportent une réponse vraiment très propre à chaque territoire. Dans les sociétés animistes ou totémistes, la question, elle se pose même pas. Oui. Certains animaux sont considérés comme des frères, des sœurs. Enfin, dans certains villages ou dans certaines réserves autochtones aux États-Unis, c'est normal de considérer que la rivière fait partie de la famille, en fait. Et ils le disent avec des mots très beaux, en disant, mais autant que ma mère m'a donné le sein, la rivière m'a donné le poisson depuis que je suis née, donc elle fait partie de mes ascendants, au même titre que ma grand-mère ou mon grand-père, quoi. Et il y a une vraie réflexion, pas juste éthique et philosophique, je pense, véritablement leur manière de concevoir leur relation au monde. Bon, nous, c'est pas tout à fait pareil. Et donc, on le voit, là où les mouvements des droits de la nature s'implantent dans des territoires plus occidentalisés, on trouve d'autres manières de le faire. On n'a pas besoin de rentrer dans des clichés euh, qui sous-tendraient qu'on adopte d'autres codes, qu'on change radicalement. Je pense pas demain qu'à Paris, on ait des clans totémistes qui se mettent en place, ou alors ça prendrait vraiment beaucoup de temps. Quand bien même les premiers habitants de la Seine étaient animistes. Hein. La déesse Sequana, la déesse de la Seine, on a retrouvé énormément d'offrandes, des milliers d'offrandes. Les gens venaient en pèlerinage aux sources près de Dijon pour demander à Sequana protection, soins, chance, etc. Donc, faut pas oublier qu'en France, traditionnellement aussi, on était animiste et que la colonisation romaine, celle qui nous a aussi amené la Summa Divisio et le droit romain, a détruit cette relation qu'on avait, notamment le culte de l'ours et d'autres animaux de la forêt, notamment des arbres. Et donc, c'est par l'arrivée des religions monothéistes aussi que s'est perdu cette relation différente à la nature et que s'est installé ce droit qui dévitalise
le vivant. Et donc du coup, en revanche, ce que je pense, c'est que dans le droit actuel, mais dans notre culture aussi, la question des lumières, de l'héritage des lumières, je pense que les droits de la nature sont profondément un post-humanisme, c'est-à-dire dans le sens où on peut très bien garder notre héritage culturel tout en affirmant que les droits de la nature sont en fait l'étape d'après. C'est-à-dire qu'au même titre qu'à un moment, bah, avec la tradition des Lumières, on s'est dit, bah, l'esclavage, c'est plus possible. En fait. Considérer d'autres êtres vivants comme des biens, comme des... C'est-à-dire que les Noirs, pendant la période de l'esclavage, avaient le statut du bétail, le même bétail qu'on vendait ou qu'on achetait sur les marchés. Et bon, à un moment, c'est rentré quand même en conflit évident avec nos valeurs. Et il a fallu changer les lois. Du coup, il a fallu changer aussi notre regard sur les autres. On voit bien aujourd'hui, le racisme n'a pour autant pas été éradiqué de notre société. Mais les lois fait que on s'est donné un nouveau cadre de vivre ensemble, heureusement. Pareil pour les droits des femmes. Il y a un moment aussi cet héritage-là qui va vers un agrandissement progressif, en fait, des frontières de notre société, un élargissement. On finit par inclure de plus en plus de monde dans ce qu'on considère être, et qui était très réduit à la base, les citoyens. Bah demain, il faut considérer que les non-humains font partie des citoyens. Ça nous interroge en fait sur qu'est-ce que c'est être un citoyen. Est-ce que c'est aller voter tous les 5 ans? Ou même, est-ce que quand on s'abstient, on est encore citoyen d'ailleurs? Ou est-ce que c'est contribuer activement à la vie de la cité? Et il me semble que c'était plutôt ça l'idée à la base. Mais dans ce cas-là, les abeilles contribuent activement à la vie de la cité. Les arbres contribuent activement à la vie de la cité. Et donc, ça re-questionne tous ces fondamentaux-là sans avoir pour autant besoin demain de se dire il va falloir plonger dans une spiritualité animiste et faire en sorte que tout le monde se considère frère et sœur des arbres. Même si ce serait génial, hein, pourquoi pas. Je pense que c'est pas... Voilà. Et puis la liberté de religion fait que, de toute façon, c'est quelque chose qui est très personnel, cette relation-là. Mais juridiquement et culturellement, je pense qu'on a vraiment tout ce qu'il faut, en fait, pour aboutir justement à ces réflexions-là. Si on vient plutôt sur ton ressenti, ta perception à toi quand tu te sens dans la nature, qu'est-ce que ça fait quel est ton lien aujourd'hui à la nature? Bah, alors moi, pour le coup, je suis profondément animiste et je suis absolument persuadée qu'il y a une âme en toute chose et notamment, dans les arbres et dans les animaux et donc ça guide aussi profondément forcément ma manière d'agir. Par ailleurs, je considère que notre mission, c'est fondamentalement là dans le sens de l'existence, c'est de réparer, de soigner, de prendre soin. Moi, j'ai un petit terrain dans la Nièvre comme ça où j'essaye. C'était un ancien pâturage et les pâturages, ça a beaucoup détruit ici. Donc, j'essaie de revégétaliser, de reforester, de prendre soin des essences anciennes parce il y a beaucoup d'essences d'arbres qui sont en train de disparaître. Et donc, ce qu'on appelle par exemple les vergers de conservation, c'est vraiment cette idée qu'il faut absolument conserver ces espèces et faire en sorte que dans nos territoires, on puisse conserver cette biodiversité. Et donc, voilà, moi, j'essaie de participer à ma petite échelle à aussi être activement les mains dans la terre, pas que la tête dans les livres. C'est important d'être... Je pense que c'est important d'avoir ce lien aussi vraiment fusionnel, en fait, avec le territoire. Et on n'a pas du coup le même réflexe vis-à-vis de la nature. Et c'est vrai quand on est en ville que quand on est dans un milieu où, pour le coup, on fait partie de la nature, justement. Et quand tu parles à des amis, à des membres de ta famille, à des gens que tu rencontres et qui n'ont pas du tout la même conception que toi, comment ça se passe? Est-ce que ça te heurte? Est-ce que, au contraire, tu essaies d'amener le sujet et de convaincre d'une certaine façon? Ben, après, je pense que c'est très difficile quand on a une certaine conception du monde. Je pense que c'est vraiment par l'expérience qu'on change. Enfin, je pense pas que si j'avais pas eu la chance d'aller en Guyane française, j'aurais eu cette même vision du monde. Et je pense que c'est très difficile pour quelqu'un qui
vit dans une grande ville et qui est au quotidien plongé dans un milieu urbain ultra aseptisé, de concevoir différemment ce lien à la nature. Mais et je pense pas que ce soit grâce à des paroles, simplement par un échange autour d'un café qu'on va provoquer des déclics fondamentaux. Mais par contre, je donne beaucoup de conférences dans l'idée toujours de se dire: «J'aimerais bien que les autres s'émerveillent de ce qu'il est possible de faire ailleurs». Et ce qui a été le plus important pour moi, c'est de comprendre qu'en fait, beaucoup de choses qu'on pense parfaitement banales, complètement figées, en fait, presque universelles, ne le sont absolument pas. Ce que je disais tout à l'heure sur la propriété privée, sur beaucoup de choses, en fait. C'est cet effet c'est ce déclic-là que je trouve très intéressant parce que, l'expérience de la nature, ça, c'est très personnel, c'est très subjectif. Autant partager l'émerveillement de ce qui se passe ailleurs et les conséquences que ça a sur la vie des gens, sur la protection de la nature. Ça, je trouve c'est un petit effet magique. C'est-à-dire que souvent, après les conférences, les gens me disent, «Waouh, j'avais jamais imaginé que c'était possible» ou «J'aurais jamais imaginé qu'en fait, la nature avait des droits». Parce qu'en fait, ça n'avait jamais été dit et tant que personne ne le dit, ça n'existe pas dans l'idée. C'est tant que personne n'a énoncé cette possibilité et c'est ce que je trouve très puissant avec les droits de la nature, c'est que c'est une idée qui est en fait, qu'on retrouve déjà chez Aldo Leopold dans les années 50. Lui, c'était la deep ecology, c'était de dire mais on peut pas se comporter au monde en tant que propriétaire terrien. C'est pas possible. On fait partie d'une communauté vivante. Et puis ensuite, il y a eu Christopher Stone dans les années 70 qui a dit oui, alors il y a ce principe de la deep ecology, mais en plus, juridiquement, il y a absolument aucun obstacle à ce qu'on reconnaisse la nature comme un sujet de droit. Non seulement on l'a fait pour les femmes, pour les esclaves, on a finalement retiré de cette catégorie des biens, des marchandises. Donc il y a aucune raison juridique valable pour ne pas le faire pour la nature. En revanche, est-ce qu'on aura le courage politique de renoncer à certaines libertés qui tolèrent aujourd'hui un modèle d'esclavage de la nature? Ça, c'est une vraie question. Mais du coup, ça relève d'un choix éthique et sociétal. Et là, une fois, ce que je trouve très important, c'est ensuite, je l'illustre très souvent avec des cas très concrets. En Équateur, en Nouvelle-Zélande, regardez ce qui se passe en Inde, au Canada, aux États-Unis. Et du coup, une fois que on a à la fois la théorie et comment ça se matérialise dans la pratique, c'est une idée très puissante parce qu'elle nous permet vraiment de se dire, mais attendez, mais en fait, moi sur ma rivière, ou la forêt près de chez moi, ou la montagne, là, ou les glaciers qui sont en train de fondre. En fait, j'ai une marge de manœuvre, je peux faire quelque chose en vérité. Et ça, c'est cette encapacitation des citoyens de se dire le droit n'est pas du tout un outil réservé aux sachants, aux juristes. Le droit est profondément citoyen et est un vrai levier d'action. Ça, je trouve ça très puissant. Ça irait à rebours de l'idée que le droit est quelque chose de complexe et d'imbuvable, ce qui fait d'ailleurs le bonheur des juristes aujourd'hui parce que c'est un système très complexe qu'il y a qu'eux qui savent le lire de toute façon. Mais il s'est érigé comme complexe. En tout cas, l'impression que j'en ai, l'expérience que j'en ai fait, c'est que très souvent, on a des lois qui sont pas si mal faites. En tout cas, dans l'idée politique, par exemple la loi sur la biodiversité, la loi climat, etc. Et donc, dans ces lois, on se fixe des objectifs assez louables. Et ensuite, le problème, c'est que les industriels viennent faire leur marché et soufflent des dérogations, des exceptions sur telle chose. Et puis nous, on préfère que quand même chez nous, ce soit plutôt comme ça, parce que ça nous arrange économiquement. Sinon, ah attention les emplois, ah attention l'économie, etc. Et donc, on se retrouve avec un modèle à la base lisible qui devient complètement illisible parce qu'il est plus fait que d'exceptions à la règle principale. Et donc, on parle de millefeuille juridique, mais en fait, c'est surtout ces intérêts personnels qui se mêlent en fait et qui brouillent complètement la lecture de l'intérêt général. Et ça, c'est important de le garder en tête parce qu'en fait, justement, je crois que les droits de la nature sera un outil de simplification massive en matière environnementale, parce que l'idée, ce serait d'avoir des axiomes très clairs, comme on a en matière de droits humains. Les humains ont certains droits fondamentaux, le droit à la santé, le droit à la liberté, le droit à l'émancipation, en fait. Et bien, la nature aussi. Et donc, à partir d'un axiome très simple, c'est-à-dire, la nature a aussi le droit à la santé. Bah oui, c'est logique, puisque nous, on a le droit à un environnement sain. Il ne peut pas y avoir de droit à un environnement sain si la nature n'a pas elle-même droit à la santé. Et pourtant, c'est évident. Mais biologiquement parlant, d'ailleurs, c'est un présupposé qui est assez banal.
Eh ben, c'est pas le cas aujourd'hui. Donc on a absolument besoin de simplifier parce que, par exemple, pour protéger le droit à la santé des êtres humains demain, on ne peut le faire que si on est en capacité de dire telle activité contrevient à la santé de la nature, elle ne doit donc pas être autorisée. C'est pas du tout le cas aujourd'hui. Raphaël, t'as demandé tout à l'heure où est-ce que tu puisais toute cette énergie. Et moi, j'ai envie de te demander où est-ce que tu trouves toute cette sérénité. Parce qu'on a l'impression que c'est posé dans ta tête, c'est posé dans ton esprit et il n'y a rien qui peut ébranler tout ça. Est-ce que c'est quelque chose que tu as toujours eu? Est-ce que c'est ta nature? Mais je suis un peu têtue, c'est vrai, mais c'est surtout que pour ce fameux déclic dont je parlais, je trouve qu'il est très puissant parce que une fois qu'on a énoncé que la nature a des droits, on peut pas revenir en arrière sur une idée comme ça. C'est-à-dire, on peut pas transiger, il y a pas de compromis intellectuel sur une idée comme celle-là. C'est-à-dire, d'ailleurs, ce que je trouve toujours un peu affligeant dans les solutions, les petites solutions qui tentent d'améliorer un petit peu la condition des animaux, un petit peu la protection des forêts. C'est que alors peut-être parce que j'aime bien les idées aussi, qui vont plus à la racine du problème. Je crois que c'est absolument essentiel d'un point de vue éthique. Moi, je peux pas revenir en arrière, en tout cas sur un truc, enfin, sur une idée aussi importante que celle-là. Il y a pas de demi-mesure. On peut pas, tout comme ça aurait été inconcevable, aujourd'hui de se dire: «Oh bah, finalement l'abolition de l'esclavage, peut-être qu'on pourrait quand même refaire des esclaves, mais leur donner un petit peu plus, de liberté ou, un petit peu moins de coups de fouet». Et tu dis: «Bah non, ça tient pas, c'est impossible». De la même manière qu'aujourd'hui, il y a quelqu'un qui propose qu'on va finalement, retirer le droit de vote des femmes et on va donner un double droit de vote au mari, comme ça il pourra exprimer la position de sa femme. Ça semblerait complètement stupide. Et c'est des choix de société très différents et donc pour moi, c'est ça, c'est aussi ne pas transiger. Il y a pas, c'est finalement pas si simple pas si compliqué, pardon, c'est que il y a un objectif très clair, c'est assurer demain qu'on puisse cohabiter sereinement avec les autres espèces qui nous entourent et pour avoir fait le tour, de pas mal de mines d'or, de pas mal de sites industriels, il y a des manières de cohabiter, qui ne sont pas compatibles avec nos territoires et non seulement elles sont pas compatibles sur le plan écologique, mais très souvent en plus, elles sont liées à une exploitation des humains, à une dévalorisation des corps humains aussi, pas que des corps, naturels, mais qui font qu'elles sont intolérables en fait, injustifiables sur le long terme et c'est vrai que, je suis vraiment très convaincue de ça. Je l'ai vu dans beaucoup de pays du monde et de savoir que les droits de la nature peuvent très concrètement, hein, apporter des solutions pour améliorer la vie des gens et par ailleurs améliorer la qualité de notre société, de l'apaiser. Oui, ça procure une certaine sérénité forcément. Après, au quotidien, c'est pas, il y a énormément d'obstacles, hein, à tout ça. Parce que en fait, on propose rien de plus, rien de moins que la mort du capitalisme. Donc forcément, il y a quand même un petit objectif qui fait que c'est pas si simple à réaliser. L'idée est très simple à penser, la manière dont on y va est peut-être plus dure à envisager et pourtant ce qui me rassure, c'est qu'on a beaucoup d'institutions qui sont en train de changer en France, énormément. Là où quand on a commencé à travailler en 2019, quand on a créé Wild Legal, c'était une traversée du désert, hein. Les premières années, c'était une traversée du désert. Les gens nous disaient: «Mais vous êtes complètement toqués, en fait, donner des droits à des fleuves, à des rivières, qu'est-ce que vous racontez, quoi?» Et avec le temps, vraiment, non seulement les gens ont arrêté de nous demander pourquoi on voulait faire ça, et nous ont demandé: «Mais oui, d'accord, vous voulez le faire comment? Comment on fait? Et qu'est-ce que ça change?» Et donc on travaille à des grosses, institutions, l'Office français pour la biodiversité, là, je sors un livre avec l'Agence française de développement. C'est quand même une banque d'investissement de 12 milliards et ces gens-là commencent à se dire: «OK, beh, comment les droits de la nature peuvent nous aider à guider nos investissements de demain?» Pour avoir une logique qui permet aussi de répondre aux enjeux environnementaux. Il y a l'ADEME qui cite les droits de la nature comme, on travaille avec le réseau des réserves naturelles, c'est quand même 400 sites en France, 400 réserves et je suis absolument persuadée que demain, dans
toutes les grosses institutions françaises, cette question deviendra tellement incontournable qu'elle va s'imposer d'elle-même. Et même dans le réseau des entreprises. Ce qui m'a le plus étonné, c'est la rapidité avec laquelle les entreprises se sont dit « Ok, qu'est-ce que ça change ? Qu'est-ce que ça change chez nous si on reconnaît les droits de la nature ?» Et ça, c'est assez impressionnant. Et aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises qui nous questionnent sur comment on fait pour nommer des gardiennes et des gardiens de la nature dans nos entreprises, pour être sûr de faire entendre justement les intérêts de la nature. Et en 5 ans, j'avoue que c'est vachement plus agréable maintenant parce qu'on a réussi à faire, je pense, une partie conséquente du travail en convainquant les gens que c'était pas si absurde. On a pu voir que ton expérience, ton vécu influence énormément la manière dont tu perçois le monde aujourd'hui. Et je me demandais comment le fait de devenir maman a changé ton regard sur le monde. Alors, mais plusieurs choses. La transmission, parce que c'est important, en fait, tant qu'on n'a pas des enfants ou qu'on n'élève pas d'autres êtres humains pour nous succéder, la question de la transmission se pose peu. Et donc, devenir maman, c'était d'une part être exposée à cette idée de transmettre, de prendre soin, parce que avant tout, quand même, c'est le rôle des parents de prendre soin. Et la question ça peut paraître hyper dark comme ça, mais la question de la mort, elle est extrêmement importante quand on devient un parent. Bon, non seulement on a peur tout le temps, mais il y a cette question aussi que finalement, d'un coup, on devient aussi un peu mortel, nous aussi. Et c'est ce qui fait profondément la différence, je trouve, dans une société très individualiste comme la nôtre, la question de la parentalité et donc du plus que soi et du don qu'on est capable de faire à l'autre pour prendre soin de l'autre, elle se pose beaucoup elle est essentielle dans la parentalité. Et dans beaucoup de civilisations, et notamment en Guyane française, en fait, chez les Kaïniens notamment, on n'est pas un adulte tant qu'on n'a pas d'enfant. Parce que tant qu'on n'a pas d'enfant, on n'a que soi. On est à la charge des autres, en fait. Déjà, quand on est jeune, on est à la charge des autres, mais en plus, quand on devient un jeune adulte, mais toujours sans enfant, dans un village, vous n'êtes pas respecté si vous n'avez pas d'enfant, parce qu'on considère que vous-même, vous n'avez pas de responsabilité, et que vous n'êtes donc pas en capacité de prendre des décisions pour le groupe. Ça m'avait beaucoup marqué, parce que ça peut avoir l'air assez clivant et il y a notamment dans le mouvement féministe, chez Simone de Beauvoir, un vrai refus que la femme soit uniquement essentialisée à sa fonction reproductrice. Et ça, c'est très important. L'idée n'est pas de dire les femmes ont pour but ultime dans la vie d'enfanter. Mais c'est pas la même chose de dire ça et de dire l'apprentissage de la parentalité est une question fondamentale pour comprendre le don qu'on peut faire à l'autre. Et le soin qui est notre responsabilité, le soin des autres. Et c'est pas du tout la même question. C'est pas une question d'essentialiser la fonction reproductrice. C'est vraiment une question de apprendre à faire partie du corps social, d'accepter qu'on est dans un cercle de vie, qu'on fait partie du cercle, qu'il y a un début et une fin à tout. Et ça, dans notre société, c'est assez marquant. Mais je me suis beaucoup intéressée à ces questions après, notamment de pratiques funéraires. Il y a un super bouquin qui s'appelle L'amant de la nuit, qui a été écrit par une éthologue spécialisée dans les pratiques funéraires. Et elle dit, mais contrairement à beaucoup de civilisations, la civilisation occidentale, la mort n'est rien d'autre que l'arrêt du productivisme. Et c'est d'une violence énorme. C'est vrai que le capitalisme a réduit notre existence à la consommation. Et en fait, mourir, c'est arrêter de consommer. Et même dans la pratique des rites, et dans la pratique funéraire et la pratique du deuil, qui est quasiment absent dans nos sociétés, on voit le peu de cas qu'on fait, en fait, justement, de ce cycle de vie. Et ça, c'est très différent de ce qu'on retrouve dans beaucoup de civilisations, et c'est très intéressant, parce qu'encore une fois, ça donne vraiment des points d'attache philosophiques et au sens de l'existence. Quand on ne vit que pour soi, son sens de l'existence est quand même très réduit. Alors quand on vit pour les autres, pour les enfants, mais aussi pour la nature, pour protéger le vivant en général, on a un sens de l'existence
qui est à 360. Ça n'a rien à voir par rapport à un centre de l'existence qui se résume finalement à quelque chose de totalement nihiliste, totalement auto-centré, versus un sens qui s'épanouit à tous les autres, quoi. En tout cas, c'est pas pour être excluant, parce que par ailleurs, j'en ai beaucoup parlé dans mon bouquin aussi de l'influence de la natalité, et j'ai pas mal de personnes, et notamment des femmes, qui m'ont demandé, mais pour certaines personnes, c'est des vraies remises en question, notamment pour des personnes qui peuvent pas avoir d'enfants. Et je voudrais pas donner l'impression qu'en fait, il faut avoir des enfants, parce que il y a des gens qui peuvent tout simplement pas, et c'est absolument pas, voilà. Mais en fait, ce que j'aime bien dire, c'est prendre soin. C'est pas forcément prendre soin de son enfant. Ça se résume à prendre soin de tout le monde, et de soi, parce que ça, c'est déjà très important, de soi, de sa famille, des autres autour de soi, du vivant en général. Et donc ça, c'est dans la coutume autochtone, et ça, on le retrouve dans, je pense, vraiment toutes les civilisations comme un fil rouge. Il y a vraiment cette idée de j'appartiens à un corps social dont je prends soin, et c'est ça la vraie mission d'être un adulte. Il y a un très beau livre de Sabah Ramani là-dessus, Paroles de Peuple Racine, où il y a justement un chaman qui dit on ne devient pas un adulte avant d'apprendre à protéger la terre. Parce que d'une part, et d'ailleurs c'est tout à fait logique, un adulte doit savoir cultiver la terre, doit savoir reconnaître les plantes, doit savoir... je parle de ça évidemment quand on vit dans la forêt. Et donc on ne peut pas être un adulte si on n'a pas la capacité et l'autonomie de survivre dans ces milieux-là. Mais c'est aussi très philosophique, c'est-à-dire qu'avant de te penser, même toi, individu, comme accompli, ça passe d'abord par la connaissance de l'autre dans son altérité, et notamment l'altérité de la nature. Finalement, un enfant, il a pas choisi de venir au monde, c'est ton choix à toi, ça te permet d'avoir ce lien si particulier que tu as choisi. Mais comment est-ce que tu fais pour que ce soit pas un acte égoïste et que ce soit plutôt cette notion de transmission? Et comment tu fais venir un être dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui? Je pense que c'est vraiment une question passionnante, et en même temps qui est très révélatrice d'une déformation, je pense, occidentale, justement, parce que je crois que vraiment aucune espèce ne se pose ce genre de questions. Et heureusement d'ailleurs. L'égoïsme, peut-être l'image que renvoie en fait l'acte de décider soi de donner la vie. C'est justement quand on le sait, quand on devient parent, c'est qu'on doit tout donner de soi, quitte à y laisser sa santé même un petit peu, notamment au début. Et donc mais ça nous, en fait, pour moi, ça pose vraiment la question justement du sens de l'existence, c'est-à-dire nous concevoir comme quelque chose qui ne dure pas, et donc par définition, et comme tous les animaux, concevoir ce qui vient après nous. Et le fait de finalement de n'exister que pour soi, et de consommer, donc dans l'unique but de vivre une existence sans en transmettre, ça déconnecte quand même beaucoup de la réalité physique de notre monde, ce qui fait que on est tous de passage, et tous les cycles commencent et se finissent à un moment. Et donc du coup, je dis pas que le sens de l'existence, c'est d'avoir des enfants, mais que ça fait pleinement partie d'un renouvellement normal, de nos civilisations. Et moi, par contre, j'ai vraiment une démarche politique, c'est qu'en fait, si on laisse les odieux capitalistes se reproduire par millions, du coup, ensuite, il n'y a pas de gardien de la nature. Et il y a aussi une démarche politique à se reproduire quand on se dit, oui, mais non, mais moi, je veux aussi se reproduire ou pas d'ailleurs, ou éduquer des enfants et transmettre. Je fais aussi beaucoup de travail pour les enfants. Je vais sortir un livre là sur les droits de la nature expliqué aux enfants, parce que dans cette transmission qu'il y a aux jeunes générations, c'est le lot indispensable de nos sociétés. C'est préparer les générations qui viennent. Et donc, il faut absolument intégrer ce rôle politique qui est de dire... tout l'objectif, et d'ailleurs l'être humain a été conçu comme ça, nous sommes des êtres de reproduction, d'apprentissage. Notre civilisation, elle est l'héritage de centaines d'années d'apprentissage, où
chaque être qui est venu a appris de ceux qui étaient là avant. Donc, il y a, dans la transition écologique, en tout cas, un besoin vraiment fondamental de penser cette transition politique aussi, dans le fait de transmettre une meilleure vision du monde que que ce modèle actuel, et de les préparer justement à être des gardiens, des gardiennes de la nature. Est-ce que parce que là tu parles d'éduquer avec notamment un bouquin des enfants, il y en a plein qui font de l'éducation, est-ce que c'est pas plus dur avec son propre enfant? Ah oui, c'est beaucoup plus dur. Surtout ça t'impose l'irréprochabilité, qui fait c'est très dur. Est-ce qu'il y a pas un risque aussi, c'est que l'enfant se construise en opposition parce que... Je crois pas. En tout cas, mon père qui arrêtait pas de me sortir des noms en latin, une horreur. Et c'était, pour le coup, je trouvais, quand je l'ai petite, je trouvais ça parfaitement ennuyant parfois de me balader dans la forêt avec que des noms d'espèces bizarres que je pouvais pas retenir, impossible. Ah oui, un enfer. Il y a des fois, il s'est arrêté devant le 100e caillou. C'est insupportable. Eh ben, je pense que, même si sur le coup, j'étais pas contente du tout, oui, 20 ans plus tard, j'étais une militante écolo. Et donc, il a pas réussi à me dégoûter. Si tu avais un grand rêve, quel serait-il? Une fois que les droits de la nature seront reconnus dans la Constitution, c'est quand même un peu mon objectif, c'est que justement ça a créé par effet domino ensuite une société qui véritablement ne fera pas semblant d'avoir changé, aura vraiment pris un tournant, une orientation radicalement différente. Et mon grand rêve, c'est de le voir. Que ça aille suffisamment vite pour que je puisse en être témoin. Ça, j'ai vraiment très envie de voir ce qu'on peut réussir à faire, en fait. Ça, c'est très, pour le coup, très utopiste. Mais je pense qu'on pourrait potentiellement être face à quelque chose d'absolument extraordinaire. C'est-à-dire que si on combine le savoir, les technologies qu'on a aujourd'hui avec un rapport au vivant totalement différent, ça pourrait, en tout cas, j'espère, mener à quelque chose d'assez extraordinaire en termes de civilisation, où oui, les gens iront bien, soigneront le milieu de vie dans lequel ils vivent, s'entraident les uns les autres. Là, ça paraît vraiment très, très utopiste, mais n'empêche que, face enfin, c'est un vrai contre-récit. C'est-à-dire que, face à ce qu'on nous annonce, l'effondrement de la montée, des dictatures partout dans le monde, les guerres qui éclatent, j'ai envie de dire, alors si on pouvait choisir l'alternative, l'option B, je pense que ce serait beaucoup plus intéressant. Et la question, c'est est-ce qu'on va réussir à le faire? Est-ce qu'on aura la possibilité de tous en profiter? Ça, je veux y croire, ouais. Si Raph et moi, on devait aller à la rencontre de quelqu'un d'autre pour ce podcast, qui est-ce que tu nous conseillerais? Quelqu'un que j'aime beaucoup, qui s'appelle Jessica Serra, qui est éthologue et qui a écrit très nombreux ouvrages, mais notamment un livre qui s'appelle La bête en nous, et qui revient de manière passionnante, très subtile, sur tous ces comportements qu'on pense strictement humains, qui ne le sont pas du tout, qui sont liés à des évolutions physiologiques, sociales, et qu'on retrouve comme l'empathie chez le rat, qu'on retrouve comme l'humour chez de nombreuses espèces d'oiseaux, et qui, enfin, de cette manière-là, en fait, elle pulvérise toutes les raisons pour lesquelles nous, justement, nous ne considérons pas comme partie prenante de la nature, et surtout, nous ne nous considérons pas comme des animaux. Et en fait, elle déconstruit comme ça cette vision complètement sclérosée de l'animal-machine, de l'humain maître et possesseur de la nature. Et elle a travaillé, elle donne des exemples extraordinaires d'études qui démontrent tout ça, et elle les vulgarise. C'est vraiment extraordinaire à lire. Et elle nous invite vraiment à penser pourquoi cette distinction avec le règne animal et avec la nature en général est profondément politique, pourquoi c'est une vue de l'esprit, et pourquoi accepter cette bête en nous est politique et extrêmement puissant pour s'engager. Pour conclure, on a une petite citation d'Oscar Wilde qui disait que vivre est la chose la plus rare du monde. La plupart des gens se contentent d'exister. Qu'est-ce que ça t'évoque? Je trouve c'est très beau parce que
enfin, on en revient à la question du sens qu'on met dans son existence. Moi, pour moi, le sens de mon existence, en tout cas, c'est l'engagement et se dire que à la fin, ce qui va compter, c'est est-ce qu'on a réussi à produire quelque chose de bon pour les autres et pour la société. Et effectivement, c'est cette question de l'engagement qui est très politique. J'espère qu'elle aura tendance justement à se propager pour qu'on arrête justement juste d'exister et qu'on se mette à vivre ensemble. Il y a vraiment un enjeu de société à faire de chacune de nos existences un catalyseur de ce qu'il y a de mieux, quelque chose qui va vraiment changer, transformer profondément la société. On le voit, il suffit de quelques dizaines de personnes en Guyane pour faire tomber un projet minier comme Montagne d'Or. Il suffit de quelques millions de voix pour gagner une élection qui n'était pas gagnée d'entrée de jeu. Et donc, combien de gens, en fait, il nous faut pour changer la société? Il faut que... Il y a un sens dans tout. Et notamment, que faire de cette si précieuse existence dont on ne sait pas quand est-ce qu'elle s'arrête et donc que chaque jour soit vraiment mis à profit pour faire en sorte que cette existence, elle ait un sens pour soi et pour les autres. Marine, merci beaucoup. De rien, avec plaisir. Merci. Et voilà, c'est ainsi que notre échange s'achève. On espère que vous avez pris autant de plaisir à l'écouter que nous à l'enregistrer. On sera ravis de lire vos retours ou questions sur l'adresse rêveur.atlas@gmail.com. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez bien sûr le partager et poursuivre la réflexion. N'oubliez pas de vous abonner au podcast des Rêveurs de l'Atlas et à nous suivre sur Instagram. Et surtout, merci. Merci infiniment pour votre écoute.